Monsieur Sokona, devrais-je dire professeur, vous êtes vice-président mondial du GIEC. Vous avez été par le passé, juste avant d'occuper cette fonction, co-président du fameux groupe 3 du GIEC qui travaille sur l'atténuation du changement climatique pour le 5e rapport d'évaluation. Et vous êtes également conseiller spécial pour le développement durable au Centre du Sud, donc qui réfléchit aux conséquences de tous ces enjeux-là pour l'hémisphère sud et en particulier pour les pays les moins avancés. Yuba Sokona, merci beaucoup d'être avec nous. J'ai une première question à vous poser qui est extrêmement simple. On fait souvent l'analogie entre la crise du coronavirus et la crise du climat. On a tous en tête cette image où on voit la première vague du Covid, la deuxième vague de la crise climatique, la troisième vague de la crise du vivant, de la biodiversité, avec un problème de plus en plus gros. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous trouvez que cette analogie a du sens et si oui, quels enseignements vous en tirez? Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité à prendre part à cette importante rencontre consacrée au développement durable. Bon, je regrette de ne pas pouvoir être physiquement à Marseille pour cause, mais j'ai le plaisir d'y être virtuellement. C'est vrai qu'au moment où nous vivons une période très difficile, pleine d'incertitudes et de surprises, au moment où nous nous préoccupions de savoir comment faire face au changement climatique, la pandémie Covid-19 a fait irruption. Bon, c'est vrai qu'à certains égards, les deux phénomènes sont comparables, c'est-à-dire les impacts de la pandémie. À d'autres, ils sont quelque peu différents parce que les impacts de la pandémie semblent plus visibles, immédiats. Et ça touche, les gens sont relativement sensibles parce que immédiatement ça touche à notre santé, nos économies, nos modes de vie, nos moyens de subsistance, bref, notre existence. Tandis que le changement climatique paraît un tout petit peu lointain, c'est-à-dire ça paraît pas visible pour le commun des mortels, c'est sur le long terme qu'on le sent. Ensuite, ces deux phénomènes qui nécessitent la science, parce que la science est importante pour la compréhension des deux phénomènes, pour mieux informer les décisions qui se prennent à différents niveaux, notamment au plan politique, et nécessite une mobilisation à tous les niveaux, une mobilisation mondiale, et nécessite une forte solidarité au plan national, au plan régional, au plan local et au plan international. Les deux phénomènes nécessitent également une information à temps réel, continue, pas ad hoc. Ça nécessite la sensibilisation, l'éducation et les changements de comportement sont essentiels pour relever les deux défis. C'est-à-dire, à certains égards, on disait qu'il est très difficile d'amener les gens à changer de comportement parce que c'est une des clés essentielles du développement durable, du changement climatique. Mais le Covid nous a montré que ceci est possible en très peu de temps. Bon, voilà, de manière très ramassée, quelques aspects de similitude des deux. Et les deux nécessitent également un travail de longue haleine, de long terme et une mobilisation mondiale. Et les deux nécessitent également un leadership politique affirmé et une forte implication de l'État, une forte implication des collectivités, des responsables à tous les niveaux. Vous avez insisté à juste titre sur le leadership politique et en pleine Assemblée générale des Nations Unies où les leaders internationaux se renvoient la balle alors qu'on était censé tenir un sommet d'urgence sur la biodiversité. Vous avez raison que c'est extrêmement important. Et vous avez insisté sur quelque chose d'essentiel aussi. Et pour un membre du GIEC, un dirigeant du GIEC, je n'en attendais pas moins, sur le rôle de la science pour pouvoir aiguiller la politique. Là, on touche vraiment à la nature même du GIEC, ce groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Nous n'avons pas de GIEC sur les questions sanitaires à l'échelle mondiale. Il y a l'OMS, bien entendu. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle du GIEC sur les questions climatiques pour qu'on comprenne comment est-ce que vous agissez et vous préparez les politiques à agir? Le groupe intergouvernemental d'évolution sur l'évolution du climat, beaucoup la connaissent, mais beaucoup également ne la connaissent pas du tout. J'entends très souvent dire le GIEC a dit, le GIEC a recommandé, le GIEC ne recommande pas, le GIEC ne fait pas d'études propres. Le GIEC est l'instance mondiale
d'évaluation des informations d'ordre scientifique, technique et socio-économique qui sont nécessaires pour mieux comprendre les risques liés au réchauffement climatique d'origine humaine, pour cerner plus précisément les conséquences possibles de ce changement et d'envisager d'éventuelles stratégies d'adaptation et d'atténuation. Comme je l'ai dit au début, le GIEC ne mène pas de travaux de recherche, mais évalue les publications scientifiques et techniques dont la valeur scientifique est largement reconnue. Et c'est d'ailleurs en raison de ce travail de fond, de longue haleine, qui a valu au GIEC de recevoir le prix Nobel en 2007 avec Al Gore. Au début des travaux du GIEC, les publications scientifiques qu'on a analysées étaient en gros de l'ordre de 10 000. Et actuellement, certains évaluent le nombre de publications scientifiques sur l'ensemble des questions liées au climat à plus de 300 000. Alors c'est prolifique et dans cette masse de publications de plus en plus alarmante, vous avez récemment publié un rapport sur les océans. On est censé être aujourd'hui à Marseille, dans une ville tournée vers la mer, tournée vers l'économie maritime. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est en jeu pour les océans et le rapport que cet espace à l'horizon dégagé a en fait beaucoup plus de difficultés que l'horizon dégagé ne le laisse croire en matière de climat? Ce rapport a été rendu public et approuvé par le gouvernement, les 195 membres du GIEC en septembre 2019. Ce rapport montre, entre autres, comment nous pouvons être affectés par les changements qui se produisent loin dans les océans, les pôles ou en haute montagne. Il documente également la manière dont les océans agissent depuis des décennies comme une éponge. C'est-à-dire quand on trempe une éponge dans l'eau, c'est de la même manière que les océans agissent en absorbant le dioxyde de carbone et la chaleur pour réguler la température mondiale. Ça paraît essentiel et important. Mais ils ne peuvent plus maintenir cette cadence. C'est-à-dire ces océans ont tellement absorbé de chaleur que la cadence est insoutenable, quelque peu insoutenable. Mais pris ensemble, ces changements montrent que les océans et la cryosphère du monde ont pris la chaleur du changement climatique depuis des décennies. Les conséquences pour la nature et l'humanité sont considérables et sévères. Et ce rapport souligne l'urgence d'une action opportune, ambitieuse, coordonnée et durable. Ce qui est en jeu, c'est la santé non seulement des écosystèmes, de la faune et surtout le monde que nous vivons. Et le monde également que nous allons laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Bien sûr. Professeur, vous avez parlé de ce poumon bleu. On connaît tous les images du poumon vert de l'Amazonie qui brûle. Évidemment, ça n'est pas la seule forêt qui brûle. Mais vous avez également publié un rapport récemment sur, si on quitte le système maritime, sur l'impact du changement climatique sur les écosystèmes terrestres, avec des effets dévastateurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce rapport peut nous aider à comprendre le problème climatique et peut-être à commencer à imaginer des solutions ou telles qu'ils ont été imaginées par les politiques qui écoutent le GIEC? Comme nous le savons, l'atmosphère change rapidement à cause de tout ce que nous, les humains, nous faisons. Plusieurs secteurs importants sont responsables des émissions de gaz à effet de serre, notamment le secteur de l'énergie, l'agriculture, les forêts et autres utilisations des sols, de l'industrie, du transport et du secteur du bâtiment. Le rapport spécial sur les terres indique qu'environ 22% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine proviennent de l'agriculture, de la déforestation et de la destruction des tourbières. Le rapport montre que la croissance démographique et le changement climatique dans la consommation des denrées alimentaires, d'aliments pour animaux, de fibres, de bois et d'énergie ont entraîné des taux d'utilisation des terres et de l'eau douce sans précédent. Les événements extrêmes sont devenus plus fréquents et plus intenses.
Il y a environ 500 millions de personnes qui vivent dans les zones qui font face à la désertification. Bon, le paradoxe qu'il y a, c'est qu'actuellement, les pays du Sahel, ils sont tous sous l'eau. Hier soir, je voyais à la télévision, Nouakchott complètement englouti sous l'eau. À mesure que la population mondiale augmente, les zones arides peuvent être plus vulnérables. Il y a des limites à ce qui peut être fait pour restaurer ces terres. À mesure également que les sols se sont érodés, les terres se sont dégradées. La dégradation des terres réduit la capacité du sol à absorber le carbone et aggrave le changement climatique. À son tour également, le changement climatique aggravera la dégradation des terres. C'est un système en boucle. Et la dégradation des terres affecte la productivité et les cultures et libère le carbone dans l'atmosphère. Et malgré l'augmentation de la production alimentaire, on estime qu'il y a environ 821 millions de personnes qui sont sous-alimentées. Et le changement climatique entraînera ce déclin, bien sûr. Bien sûr. Professeur, les chiffres que vous égrenez au fil de cet échange sont assez terrifiants. Hein. Vous venez de parler du problème de la faim, qui était le premier objectif de développement durable des Nations Unies, sur lequel on est effectivement en train de régresser de plus en plus fort, non seulement à cause du coronavirus et de ses conséquences socio-économiques, mais aussi à cause du changement climatique. Vous avez même parlé d'un demi-million de personnes qui vivraient dans des zones arides, voire en phase de désertification à cause de ces conséquences. En vous écoutant, comment ne pas être découragé ? Je pense qu'il n'y a pas un découragement quand on a tous les éléments en main et on a tous les faits. Comme je disais tantôt, si on a un leadership politique affirmé à tous les niveaux, c'est-à-dire du niveau local au plan international, avec tous les faits et les éléments d'action, c'est-à-dire on a tous les éléments pour pouvoir agir en ce moment, on a une bonne connaissance non seulement scientifique et technique des différentes pistes à explorer. Et s'il y a cette volonté politique, on pourra circonscrire le problème et combiner les défis qui sont pointés non seulement dans le domaine du développement durable, dans le domaine de la biodiversité et dans le domaine également des changements climatiques. Parce qu'il y a une approche holistique de l'ensemble de ces phénomènes qu'il faut avoir. Et quelques pistes ont été données, si vous le permettez, dans le rapport spécial que nous avons produit sur un réchauffement à 1,5. À la demande des gouvernements lors de l'accord de Paris. Ils nous ont demandé, et dans le cadre de ce rapport, il y a quelques pistes que nous avons indiquées que les gouvernements et puis les différents acteurs peuvent explorer. Et si je devais résumer les conclusions de ce rapport, je dirais que dans un premier temps, toute augmentation supplémentaire de la température compte. C'est-à-dire, on ne peut pas négliger, on ne peut pas dire qu'on émet moins. Ensuite, chaque année compte, c'est-à-dire il faut que l'on entreprenne les actions le plus rapidement possible et chaque action humaine compte. Bon, qu'est-ce que cela veut dire globalement? Ça veut dire premièrement que le changement climatique affecte déjà, on le sait, les personnes, les écosystèmes et les moyens de subsistance partout dans le monde. On ne peut plus le nier. À certains égards, quand ce n'était pas visible, comme le cas de la pandémie, actuellement, c'est visible un peu partout dans le monde. Deuxièmement... Je vous en prie, allez-y, terminez. Deuxièmement, limiter un réchauffement à 1,5 n'est pas impossible. C'est-à-dire, il n'y a pas de quoi se décourager, mais cela nécessitera des transitions sans précédent dans tous les secteurs, dans tous les aspects de la société. C'est-à-dire une approche ad hoc, une approche limitée ne permet pas de résoudre. Il faut que l'on radicalement qu'on change tous les aspects de la société et qu'on modifie l'ensemble de nos comportements. Et ceci est possible. C'est-à-dire l'exemple du Covid nous a montré que
on peut avoir un changement radical de tous les aspects de la société, que ce soit, il y a les possibilités d'agir. Vous avez raison, vous avez beaucoup insisté sur la notion de volonté politique et on va également cet après-midi parler de la volonté politique des entreprises qui peuvent elles-mêmes s'appuyer sur la science pour guider leur transition et afficher leur ambition, la concrétiser. Avant de parler du rôle des acteurs privés qu'on abordera cet après-midi, nous sommes en pleine Assemblée générale des Nations Unies et je sais que le GIEC a pour mandat d'être policy relevant, comme on dit, donc fournir des informations utiles, pertinentes aux politiques et de ne pas prendre parti dans le débat public. Mais pour vous, Monsieur Sokona, qui êtes aussi un citoyen, j'aimerais savoir, vous avez la possibilité à travers nous de vous adresser à des leaders d'opinion, à des leaders politiques. J'ai une question de Pierre qui m'est venue par le chat qui demande comment est-ce que on peut favoriser une action multilatérale, un cadre international pour réaliser ces objectifs de développement durable. On a fait un sondage par notre partenaire Opinionway juste au début des rencontres du développement durable qui montre que 72% des Français souhaitent voir naître la création d'une organisation mondiale du développement durable, comme ça a été imaginé au sommet de Rio en 1992, au sommet de Rio +20 en 2012. Est-ce que vous voyez une organisation comme ça pointée et est-ce que vous pensez que dans le contexte de cette Assemblée générale des Nations Unies extrêmement divisée, ça peut voir le jour, vous qui parlez de volonté politique? Je pense que nous avons tous les éléments en main actuellement de mettre la question du développement durable au centre du développement. C'est-à-dire le problème, quand on parle de développement, beaucoup ont en tête uniquement les pays en développement. C'est-à-dire que ce soit la France, les États-Unis, tous les pays sont en développement. Et la question essentielle, comment faire en sorte que notre mode de développement, notre perspective de développement soit sur une trajectoire de durabilité. C'est une aspiration à long terme et on ne peut pas décréter qu'en très peu de temps, on atteint le développement durable. Malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'on a saucissonné les approches. C'est-à-dire que ce soit les discussions sur le développement durable ne sont pas dans les mêmes enceintes que les discussions sur le développement, sur les plans de développement. Et on a également saucissonné, mettre une distinction entre la biodiversité, les changements climatiques, la désertification, alors qu'on devrait avoir beaucoup plus une approche holistique. Je dis très souvent à mes collègues et les différents acteurs africains que l'Afrique a une opportunité fantastique à saisir parce que nous sommes au stade initial de notre développement et on peut opérer des choix parce que les choix que l'on effectue aujourd'hui sont assez importants, extrêmement importants. On peut choisir de se mettre sur une trajectoire de durabilité parce que le système énergétique n'est pas en place, les infrastructures qui vont moduler, qui vont orienter le développement ne sont pas encore en place, le système agricole est à redéfinir, le stock d'habitats nouveaux est beaucoup plus important que l'existant et on a tous les éléments pour repenser le présent et l'avenir afin que la majorité des populations puissent en bénéficier et qu'il y ait une plus grande équité et que l'on soit et que l'on tienne compte également des plus démunis, de ceux qui ont très peu de moyens. Merci beaucoup, professeur. J'ai une dernière question à vous poser et vraiment merci pour cet échange extrêmement clair qui permet à chacun de se saisir de cette complexité du changement climatique et de son rapport avec la biodiversité, avec l'ensemble du système économique et social. Vous êtes vous-même d'origine africaine, nous-mêmes ici nous sommes sur le continent européen, mais une conscience très très forte s'est affirmée, notamment avec la crise du coronavirus, du fait que nous appartenons à un même destin, à une même humanité, à une même planète. Donc de citoyen à citoyen, de voisin à voisin, si j'ose dire, quel dernier message d'espoir vous aimeriez partager à nos concitoyens, en particulier ceux de Marseille évidemment, mais plus largement à travers le pays, pour pouvoir aller de l'avant? C'est de dire qu'actuellement, on a toutes les données possibles, toutes les indications possibles pour lutter contre le changement climatique
dans un monde axé sur la durabilité. C'est-à-dire également qu'il ne faut pas du tout que l'on fasse la distinction entre le développement durable, les changements climatiques ou la biodiversité ou la lutte contre la pauvreté. Et également que l'on ne fasse pas également la distinction entre adaptation et atténuation comme on le fait le plus souvent. C'est des réponses au changement climatique. Et si on est dans une trajectoire de durabilité, forcément, on va être dans une trajectoire de lutte efficace contre les changements climatiques en combinant adaptation et atténuation. Et la coopération internationale est essentielle pour réussir dans tous les pays et pour tous. Et il y a également une forte solidarité à tous les niveaux, à tous les plans qui est important. La COVID nous a indiqué qu'il y a une forte solidarité au niveau local. C'est-à-dire, je vis actuellement à Genève, tous les voisins, ils sont assez sensibles et on vous pose des questions. Mais malheureusement, cette solidarité au plan local n'a pas été traduite au plan international. Je pense qu'il faudrait que l'on ait conscience que nous avons une seule planète. Il faut que l'on soit solidaire et on est tous responsables et toutes les actions que l'on mène à tous les niveaux sont assez importantes. Merci beaucoup, professeur. Je vais synthétiser cet échange en rappelant quelques chiffres que nos partenaires nous ont permis d'obtenir. Je pense notamment à Focus 2030 qui a publié cette semaine ce sondage extrêmement édifiant sur le fait que 2/3 des Français souhaitent faire en sorte que l'effort français de solidarité internationale lié à la crise du coronavirus évidemment, mais plus largement pour atteindre les objectifs de développement durable soit renforcé. Et au Parlement, on va commencer à étudier cet automne une loi pour transformer, réformer l'aide publique au développement française. Donc c'est l'occasion de suivre ces sujets-là et d'y regarder de près. Également, un deuxième chiffre qui nous vient de cette étude, c'est que, comme le professeur Sokona vient de nous y inviter à réfléchir, et c'était le cas aussi de nos invités de la table ronde d'ouverture, l'association des élus locaux, des élus nationaux et internationaux, les coalitions politiques à tous les échelons d'action sont essentielles. C'est pour ça que nous sommes très fiers d'avoir non seulement réuni les organisations internationales avec lesquelles l'Institut coopère pour pouvoir organiser ces rencontres du développement durable, mais aussi les collectivités locales qui ont répondu présentes à notre appel, puisque 45% des Français souhaitent voir les moyens, les prérogatives des collectivités locales, des mairies, des départements, des régions renforcées pour pouvoir agir sur le développement durable.